Salut, c'est Étienne et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous du SMMA. Aujourd'hui, je suis dans un décor un petit peu différent d'habitude. J'avais prévu un tournage et du coup, j'ai décidé d'en profiter pour faire l'épisode et le bilan du mois d'août sur le plateau. Et donc, on va faire un format un petit peu différent où j'ai noté quelques petits points sur mon téléphone dont je veux vous parler, mais il n'y a pas de script. Donc, je vais plutôt vous partager globalement des réflexions autour de ce qui s'est passé le mois écoulé. Pour ceux qui nous rejoignent déjà, bienvenue. Moi, c'est Étienne, je suis le CEO de Rhodes. Et Rhodes, c'est une agence de publicité spécialisée dans l'e-commerce que j'ai créée en janvier 2023. Aujourd'hui, on est bientôt 20 personnes dans l'équipe. On a accompagné plus de 100 marques depuis notre création pour un peu plus de 20 millions d'euros de budget publicitaire dépensé. Et depuis le début de notre création, je documente notre aventure à raison de 1 bilan par mois que je poste sur LinkedIn et sur YouTube. Si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à mettre un petit like sur cette vidéo et on est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler de 5 sujets différents. Donc j'ai pris des petites notes, mais globalement, ça va être plutôt une discussion et une réflexion ouverte. Le premier, c'est la tension côté sales versus côté staff, qui est une problématique qui revient très souvent dans le monde des agences. Deuxième sujet, ce sera autour des appels d'offres et de surtout comment remporter des appels d'offres. Troisième sujet, autour du lien entre l'efficacité dans la vie perso et l'efficacité dans la vie pro, avec notamment un petit monk mode dans lequel je me suis lancé pour 90 jours. Un quatrième sujet sur la valorisation d'une boîte, puisqu'on nous a fait une offre de rachat ce mois-ci, et donc je vais vous en dire un petit peu plus sur comment ça s'est passé et les calculs qui y sont associés. Et enfin, comme d'habitude, on va finir par les chiffres du mois écoulé, où je vais vous partager exactement tout ce qu'on a fait, les victoires, les défaites et le chiffre d'affaires qu'on a enregistré. Alors si on commence par le premier sujet, qui est le sujet de la tension sales versus staff. En gros, il y a vraiment deux forces qui s'opposent dans le métier d'une agence. C'est les sales, donc c'est est-ce qu'on arrive à faire entrer de nouveaux clients, et de l'autre côté, on a le staff, c'est est-ce qu'on a assez de personnes pour délivrer les prestations. Et nous, on a eu pendant notre première année une assez forte traction, donc on a eu pas mal de nouveaux clients qui rentraient, etc. Et donc on n'avait pas de problème de sales, et on n'avait pas non plus de problème de staff parce qu'on s'est développé assez vite. Donc on était dans un scénario qui était plutôt positif, surtout qu'en plus, vu qu'on travaillait sur des petits clients, on perdait des petits clients parce qu'ils restaient aux 3, 4, 5, 6 mois et ils s'en allaient assez rapidement, donc ça se renouvelait. On n'a jamais vraiment eu de problème de staff. Et là, depuis quelques mois, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est que en fait, tous les efforts qu'on avait mis en place sur le contenu, sur le sales, sur le recrutement, plutôt la passation en interne d'une personne qui maintenant m'aide sur la partie commerciale, ça commençait à payer. Et donc l'effet que ça a eu, c'est que le volume d'acquisition, c'est-à-dire de nouveaux clients qui nous contactaient pour travailler avec nous, il a explosé. Et donc on a plus de demandes qu'on en avait avant. Mais nous, on n'avait pas prévu ça en fait dans nos plans de recrutement notamment, et on s'est retrouvé dans une situation qui est une situation, j'ai envie de dire problème de riche, mais qui est quand même un problème. En fait, on avait plus de demandes que de capacités pour répondre à cette demande. Ça, c'est un scénario qui peut paraître plutôt cool sur le papier, mais en fait, ça crée pas mal de petits dysfonctionnements en interne, notamment le fait que s'il y a des clients qui toquent à la porte et qui veulent démarrer, si on leur dit non, on risque de les perdre, mais si on leur dit oui, sachant que toutes les équipes sont déjà full staffées, il y a un risque en fait de surcharger les équipes. Donc on se retrouve un peu dans cet entre-deux où on se dit merde, on a été en retard sur le recrutement des personnes, donc on n'a personne pour staffer sur les équipes et on risque de perdre le client, et donc il faut qu'on fasse des choix. Récemment, donc on a mis en place notamment une grille de scoring pour identifier en gros quel type de clients sont plus ou moins intéressants pour nous. Et en fait, là, on est obligé de faire des choix, et donc on a même dit à des clients qu'on voulait les faire démarrer dans 2-3 mois. Moi, mon apprentissage de ça, c'est de me dire qu'en fait, la croissance, on le savait, mais d'une agence, elle n'est pas linéaire. En fait, quand il y a beaucoup d'éléments qui sont concentrés, comme c'était le cas avec une ressource en plus sur la partie sales, le mois d'août qui a été assez intense parce que ça précédait la rentrée, donc en fait, les gens planifié pour la nouvelle année, et le fait qu'on a produit beaucoup de contenu et que du coup ça a généré forcément pas mal de traction. On a eu un pic en sales, sauf que nous on avait prévu en fait une croissance qui était un peu plus stable. Donc on se rend compte que notre erreur elle est là, c'est pas d'avoir suffisamment anticipé. Donc même si on a des personnes qui sont déjà recrutées et qui vont arriver dans les prochains mois, donc on a une personne en creative stratégie en septembre, une autre stratégie en octobre, un performance manager en novembre, et on a réouvert 2 postes pour la fin d'année. Et le temps qu'ils arrivent, ça prend déjà quelques mois, et surtout le temps que ces personnes soient opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles prennent vraiment en main et qu'elles comprennent comment on fonctionne, etc. Ça peut prendre aussi quelques mois. Donc, résultat, on se retrouve à devoir, comme je disais, décaler des démarrages, donc ça nous pénalise un peu sur le chiffre d'affaires, mais bon, j'ai envie de dire, on va pas se plaindre. Ce qu'on sait, en tout cas, ça nous sert de leçon pour les prochaines fois, on anticipera les recrutements, c'est ce qu'on commence à faire. Il faut faire attention à ne pas tomber dans l'autre travers, c'est-à-dire recruter trop, parce qu'on ne sait pas comment va se passer l'année prochaine. En fait, si on se retrouve avec trop de salaires à payer, sachant que c'est des charges fixes et un chiffre d'affaires qui descend, ça peut être une situation qui n'est pas souhaitable pour une entreprise. Voilà pour le premier point sur la partie staff versus sales. Donc, soit vous êtes en tension côté sales, en l'occurrence, il vous manque des clients et là, il faut mettre des efforts commerciaux. Nous, c'est pas notre cas, donc on touche du bois pour l'instant, parce qu'on n'a jamais eu à
faire trop d'efforts commerciaux. De l'autre côté, soit vous êtes en tension staff, mais en fait les deux sont des problèmes et l'idée c'est de toujours trouver le bon équilibre entre les sales et le staff. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est les appels d'offres. J'ai fait une petite analyse de nos sales sur les derniers mois et en gros, la bonne nouvelle c'est qu'on a un taux de closing sur les propositions commerciales qui est supérieur à 50%. Il augmente d'ailleurs, donc on est entre 50 et 60%. Donc en fait sur le papier on se dit c'est cool, toute personne à qui on fait une proposition commerciale, il y en a une sur deux qu'on signe. Donc ça nous aide dans nos projections et dans le monde des agences c'est quand même un taux qui est pas dégueu. On pourrait toujours monter, etc. On travaille dessus. Mais en fait moi j'ai regardé un petit peu plus à la loupe et j'ai essayé d'identifier quel type de clients on signait facilement et quel type de clients on avait plus de mal à signer. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait les petits / clients intermédiaires, eux on n'a pas de mal parce que je pense que pour eux on est une agence qui donne envie de travailler avec eux. Mais là où on a plus de mal, où on perd le plus régulièrement des appels d'offres, en fait c'est sur les gros clients. Pourquoi? Et parce qu'en fait les gros clients, déjà ils ont l'habitude de bosser avec des agences, donc ils sont beaucoup plus précautionneux sur leur sélection. Donc ils ont vraiment des critères, ils savent exactement voilà, ils savent lire entre les lignes. Et aussi parce qu'en face, ils vont pas chercher des agences qui sont moyennes, ils vont chercher les top agences. Donc, sur des appels d'offres, régulièrement, on se retrouve face à des agences qui sont établies, qui ont 4, 5, 6 ans d'existence. Nous, on a moins de 2 ans. Donc, en fait, on a aussi moins de data et on a eu moins le temps d'itérer sur nos présentations, etc. Et ça nous arrive donc de gagner, bien évidemment, sinon ce serait bien triste. Mais ça nous arrive aussi, et trop souvent à mon goût, de perdre. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit tiering. Donc, on a créé 3 tiers différents, tiers 1, tiers 2, tiers 3, sur des critères qui sont assez clairs. Donc, en gros, on a revenu, donc c'est-à-dire la facture que ça représente pour Rhodes, le potentiel de scale, donc c'est ce que c'est un client qu'on va arriver à scaler si on investit plus dans les dépenses publicitaires. La notoriété, est-ce que c'est un client qui a une renommée? Donc typiquement, même si c'est un client qui dépense pas beaucoup, mais par contre c'est une marque que tout le monde connaît, on va potentiellement lui accorder un peu plus d'importance. Et la rétention, donc ça c'est le potentiel de rétention, c'est est-ce que ce client-là, on le projette rester chez nous 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et donc ça, plus évidemment un petit peu de jugement subjectif, ça nous permet de catégoriser les clients en 3 tiers, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Et les tiers 1, donc c'est les plus difficiles et ceux sur lesquels on a du mal à faire du closing. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que moi, pendant longtemps, très longtemps, je voulais absolument standardiser, templétiser les press. Donc je voulais qu'on ait un format de présentation qui soit en gros en 4 parties et que peu importe le client, 80% de la presse soit la même. Et ça fait 12 mois que je me casse littéralement les dents à faire ça et je me suis rendu compte que c'est impossible parce que plus tu montes dans la typologie de client et donc dans la taille de l'entreprise, plus le niveau de complexité augmente et il n'y a pas un business qui ressemble à un autre. Typiquement, l'autre jour, j'ai construit une presse où je me disais, ça y est, on a trouvé une presse, on a réussi à la faire, ça marche bien, elle fait 50 slides alors qu'avant on en faisait 100, etc. Donc c'est bon, on est super synthétique. Mais en fait, on s'est rendu compte que cette presse marchait bien sur un client parce qu'il avait par exemple du Meta et du Google et qu'il diffusait qu'en France et qu'il n'avait pas de problème sur la partie CRO. Mais en fait, derrière, on a un autre client qui lui fait du Meta et Google, mais il fait plus de Google que de Meta. Donc déjà, il faut mettre plus d'intensité sur la partie Google. Il a des sujets de CRO, donc en fait, il faut rajouter un volet. Il a en plus de l'international, donc en fait, il est multi-pays. Et en plus de ça, il a 2 axes de vente qui sont le lead gen et le e-commerce. Donc cette presse-là, elle est complètement caduque pour ce cas de figure-là. Et ça, malheureusement, c'est un point qui est problématique. Donc je vous avais déjà expliqué dans les précédents épisodes que j'avais transitionné une partie des sales à Quentin en interne. Donc Quentin aujourd'hui il s'occupe de faire une grande partie des propositions commerciales. Donc chez nous c'est rendez-vous, appel de découverte, proposition commerciale. Proposition commerciale en gros le sales c'est lui qui fait la gestion de projet, mais c'est les performance managers et les creative strategistes qui présentent la roadmap. Et en fait ce qui est assez compliqué c'est que pour ces gros clients, ça demande d'avoir beaucoup de recul et beaucoup d'expérience. Et même si Quentin est très très bon en sales, et en fait il y a des sujets sur lesquels forcément il a un petit peu moins de recul parce qu'il en a vu moins que moi par exemple. Et donc malgré le fait qu'il se débrouille très très bien sur 80% des clients, en fait ces 20% restants qui sont un peu ceux sur lesquels il faut entre guillemets mettre le paquet, eh bien je pense que je vais devoir, je sais pas encore pour combien de temps, mais passer du temps dessus. Donc la conclusion c'est que c'est pas si simple que ça de transitionner les sales, c'est pas si simple que ça de remporter des appels d'offres face à des agences établies parce que le niveau est très élevé. En gros, faire partie du top 10% des agences c'est pas très compliqué, il faut juste bien faire son métier. Faire partie du top 1% c'est beaucoup plus compliqué et faire partie du top 0,1%, en fait l'écart entre le top 1% et top 0,1%, il est énorme. C'est comme, je sais pas si vous faites de l'escalade, moi j'en fais pas, mais je sais qu'il y a différents niveaux. Et si vous prenez l'avant-dernier niveau, en fait, passer de l'avant-dernier niveau au dernier niveau, c'est plus dur que de passer du tout premier niveau à l'avant-dernier niveau, alors qu'il y a genre 40 niveaux entre le tout premier et l'avant-dernier. C'est un peu le parallèle. Et donc la conclusion, c'est que je vais devoir passer plus de temps que prévu. Et je pense que malheureusement, heureusement, je sais pas, je vais probablement pas pouvoir lâcher les sales à 100% de sitôt. Mais c'est pas grave, ça me permet de garder la main aussi dessus et surtout d'être au contact des équipes. Voilà pour la partie appel d'offres. Si j'enchaîne sur le troisième point, c'est le lien entre l'efficacité dans la vie pro et la vie perso. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui théorisent ça, ou en tout cas qui appliquent ça dans leur vie au quotidien. Et il y en a un particulièrement que j'aime bien, notamment parce que c'est un entrepreneur qui est déjà assez successful, mais au-delà de ça,
manière de partager du contenu et d'appréhender l'entrepreneuriat est très intéressante, c'est Guillaume Boubèche, qui est le CEO de Lemlist. Et lui, en fait, il a une pratique que je trouve très intéressante, c'est le monk mode. Le monk mode, donc lui, il part pendant 3 mois, donc 90 jours, à l'étranger, Afrique du Sud, etc. Et il s'isole de tout pour se focaliser sur une grosse tâche à accomplir. Et il fait ça tous les ans, à raison de 3 mois par an, et ça lui a permis d'avancer sur des chantiers de fond. Et en fait, ce monk mode, il n'y a pas que lui qui le fait, hein. Il y a d'autres entrepreneurs comme Sam Altman, etc., qui le pratiquent. Et je trouve que c'est une manière assez intéressante de voir la chose, c'est de se dire, si je me coupe de toute distraction et que je me focalise sur un objectif très précis pendant une période de temps définie, eh ben, il y a de grandes chances que j'arrive à faire beaucoup plus que si je le fais un peu avec parcimonie tout au long de l'année. Et donc moi, ce que j'ai fait là depuis 3 semaines, c'est que j'ai commencé un monk mode à mon échelle, parce que c'est compliqué avec un enfant de partir 3 mois, et je me suis imposé tout un tas de petites habitudes que je dois tenir tous les jours. Et l'objectif, en fait, c'est de réduire un maximum les distractions, de focaliser sur le bien-être au global de mon corps et de mon esprit, pour être dans les meilleures conditions pour performer dans ma boîte. Et moi, je suis intimement convaincu qu'il y a un lien direct entre à quel point on est bon dans sa vie perso et à quel point on est bon dans sa vie pro. Je donne un exemple tout bête. Si vous faites du sport tous les jours, que vous dormez bien, que vous buvez de l'eau, que vous mangez bien, et ben en fait, vous serez constamment dans un état de clarté et de lucidité et au top de vos performances intellectuelles. Et en fait, ça va vous faire gagner des points d'efficacité aussi dans votre taf. À l'inverse, si vous dormez mal, que vous mangez mal, que vous, je sais pas, buvez de l'alcool, etc. Je dis pas qu'il faut pas boire d'alcool, bien évidemment, il y a des gens qui sont un peu extrêmes là-dessus, moi c'est pas mon cas, et bah il y a un risque en fait que ça vienne impacter négativement les performances de votre entreprise. Et c'est pour ça que si vous regardez, il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui ont une routine qui est une discipline de faire, où ils se réveillent très tôt le matin et ils font toujours les mêmes choses. Et donc moi, mon monk mode, il est, ça fait 2 semaines et demie que j'ai commencé, là je suis en plein dedans, pas facile à tenir, mais il y a pas mal de petites habitudes que je me force à faire là depuis ces 2 semaines et demie et que je vais tenir pendant 90 jours. Il y en a déjà que je faisais, donc c'est la continuité, c'est le prolongement de ça. Et il y en a d'autres sur lesquels je vais passer encore un peu plus de temps et c'est dur de les faire rentrer dans la routine. Je vais vous les partager, comme ça vous les avez en tête. En gros, il y en a 8 principales. La première, c'est dormir 8 heures par nuit. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais avec un enfant qui a 8 mois, c'est pas si facile. En plus de ça, l'objectif, c'est que moi, je commence mes journées très tôt. Je commence à bosser vers 6h, 6h30. Donc ça veut dire, et ça implique de se coucher à 22h ou 22h30. Mais ça, c'est vraiment ça qui est dur. Je vous assure, essayez de vous coucher à 22h demain si vous avez l'habitude de vous coucher à minuit, vous verrez, c'est super dur. Ça, c'est la première habitude. La deuxième habitude, c'est le journaling. Donc tous les matins, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est j'ouvre mon téléphone, je regarde pas les réseaux sociaux, j'ouvre une petite page Notion dans laquelle j'ai 4 questions. Et ça, je me suis inspiré de Guillaume Boubèche. La première, c'est comment je me sens. Donc j'écris globalement comment je me sens au moment où j'écris ça. La deuxième, c'est en gros, en anglais, c'est tell a story worthy moment. Donc c'est raconte une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Et donc là, je réfléchis un peu et je pense à ce qui m'est arrivé ces derniers jours, des choses qui touchent à ma famille, etc. Et donc c'est intéressant. Troisième, c'est en gros, je l'ai en anglais, donc c'est what are you grateful for. Donc c'est en gros quelque chose pour lequel tu es reconnaissant. Et donc là, en l'occurrence, j'écris pourquoi je suis content aujourd'hui ou pourquoi je suis reconnaissant, etc. En fait, ça peut paraître bête, mais le fait de l'écrire, ça permet de le conscientiser et ça permet d'envoyer en fait des informations qui sont positives à son cerveau. Et la quatrième chose que je fais, c'est la quatrième question à laquelle je réponds, c'est what task should you do to win the day. C'est en gros quelle tâche je dois accomplir pour être satisfait de ma journée. Et donc là, c'est très dur, mais je fais l'effort de dire il faut absolument que je fasse une chose, c'est ça. Et si je le fais, je considère que c'est une journée qui est réussie. Donc ça, je le fais tous les matins. La troisième habitude, c'est la méditation. Donc suite à ça, je fais 5-10 minutes de méditation, pas plus. Et ça me permet voilà, de me mettre dans des bonnes conditions, etc. Et donc de me poser, d'être un peu dans l'instant présent. Ensuite, c'est le workout. Donc je fais de base, je cours 3 à 4 fois par semaine. Là, je suis en prépa marathon, donc je cours encore plus. Donc je fais 4 fois par semaine, je vais passer à 5. Et je rajoute à ça 2 sessions de sport qui durent 20-30 minutes à la maison. Ce qui me fait en gros un total de 6 séances par semaine. L'idéal, ce serait de faire 7, mais bon, le samedi, généralement, j'ai un peu la flemme. La cinquième habitude, c'est de lire 20 minutes par jour. Alors ça, j'ai beaucoup de mal à la tenir, surtout parce que, en fait, en fin de journée, je suis crevé, je fais des longues journées, etc. J'ai plus de bande passante mentale. La sixième, c'est pas de TV, pas de Netflix. Je suis un gros consommateur de séries et c'est surtout le moment où je déconnecte le plus. En fin de journée, quand j'en ai marre, je suis en train de manger, je commande un Deliveroo, je regarde des séries, comme beaucoup de personnes, et ça, je me force à pas le faire. C'est très dur, mais je suis persuadé qu'en fait, chaque heure ou heure et demie quotidienne que je ne passe pas à regarder des séries, c'est du temps que je peux utiliser à faire d'autres choses, passer du temps avec ma copine, avec mon fils, potentiellement à lire et à m'instruire plutôt que de l'utiliser bêtement, on s'entend. Boire 3 litres d'eau par jour, je me suis acheté une magnifique gourde, je l'ai ici, mais en gros qui fait 1,5 litre et je bois 1 litre d'eau le matin et 1,5 litre le matin et 1,5 litre l'après-midi. Et la bouffe, c'est la dernière habitude, donc là j'essaye de manger bien, donc de pas grignoter, j'ai éliminé tout ce qui est sucre rapide, je mange aussi des légumes, j'essaie de faire 90 grammes de protéines par jour, sans être trop restrictif. Typiquement hier soir j'ai mangé un boboon, c'était très bon, voilà, je suis pas un taré de ça. Et en fait, je coche des petites cases sur un document Notion qui me permet de suivre mon avancée et surtout, ça me permet d'avoir une discipline. Et je pense, et on verra à la fin du monk mode comment ça se passe, mais qu'au bout de ces 90 jours, en fait, il y a des habitudes qui seront ancrées dans ma routine et qui, en fait, finalement, seront la norme. Et ça me permettra, et je le sens déjà, ça me permet d'être beaucoup plus performant dans le travail et j'en suis
convaincu. Voilà pour ce troisième point, et donc on peut embrayer sur le quatrième sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, sur la valorisation des agences. On a eu, en août, il s'est passé un truc assez intéressant, c'est que j'ai été contacté par le CEO d'une agence, enfin d'un groupe d'agences assez connu, donc je vais pas donner le nom bien évidemment pour des questions de déontologie. S'il regarde cette vidéo, je passe le bonjour, on se connaît bien, je l'apprécie beaucoup. Et il m'a appelé, en fait il m'a écrit un petit message en disant salut Étienne, est-ce qu'on peut s'appeler 5 minutes? Donc il m'a passé un coup de fil et en gros il m'a dit bon bah voilà, moi j'ai un groupe d'agences, ça se développe très bien et en fait on cherche, donc il y a 5 ou 6 agences, je crois que c'est un groupe qui fait 14 ou 16 millions, c'est assez cool comme boîte et j'aime beaucoup les valeurs, etc. Enfin bref, c'est une très jolie boîte. Et en fait c'est un groupe composé de plusieurs agences qui ont chacune des spécialités. Il m'a dit bah moi je cherche à intégrer une brique acquisition avec notamment une ADN très sociale qui est notre cas chez Roth. Et donc il m'a fait une proposition très frontale disant bah est-ce que tu veux intégrer le groupe? Moi j'étais ah bah c'est super sympa, etc. Et bref, donc j'ai un peu creusé ce qu'il voulait me dire, donc j'ai demandé en quoi consistait l'offre. Et là c'est intéressant, c'est un modèle que je connaissais pas, que je trouve très, très smart. C'est en gros, donc tu rentres donc quand tu vends ta boîte, donc tu fais une valorisation, tu te mets d'accord dessus. Tu peux vendre jusqu'à 50% de tes parts en cash out immédiat. Donc c'est-à-dire en gros, si ta boîte vaut 1 million, bah, tu as jusqu'à 50% que tu peux prendre immédiatement. Donc tu peux prendre 500 000 en cash, avant impôt bien évidemment, sachant que les impôts prennent 30% là-dessus. Et ensuite, les 50% restants, eh ben, ils se transforment en actions du groupe. Donc ça veut dire que tu deviens actionnaire du groupe, donc tu as une valorisation au niveau du groupe et en gros tu fais le rapport. Et toi, tu gardes la main sur ta boîte, donc tu as ton propre PNL avec tes objectifs, etc. Donc, tu vas gérer comme si c'était toujours ta boîte, sauf que tu as des ressources en plus parce que tu profites de l'effet de groupe avec les commerciaux, le portefeuille client, etc. Et donc l'intérêt, c'est de t'incentiver à continuer à gérer ta boîte en toute autonomie, mais l'objectif, ce n'est plus que de développer ta boîte, c'est aussi de faire grandir le groupe. Et c'est assez intéressant parce que dans les acquisitions d'agences, bah, très souvent, ce qui se passe, c'est que tu achètes une agence, enfin l'acquéreur achète une agence, sauf qu'une agence, c'est de l'humain. Et donc, quand le ou les fondateurs vendent, et bah, ce qui se passe, c'est que s'ils se barrent rapidement, et bah, tu as une partie de l'équipe qui part. Sauf que si les fondateurs s'en vont, que les talents s'en vont, bah, l'agence, ça devient une coquille vide et ça vaut pas grand-chose. Et le portefeuille client, bah, souvent, il part aussi avec les consultants. Donc, tu as vraiment un enjeu pour les acquéreurs à essayer de garder le plus possible les fondateurs dans le cadre d'une intégration. Et donc il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des gens qui font par exemple, bah, on te rachète ta boîte, je sais pas, 5 millions, et on va te donner en gros un quart tous les ans. Et donc tu restes 4 ans, donc tu as un contrat qui t'oblige à rester bosser pendant 4 ans. T'en as d'autres qui ont, tu débloques un quart tous les ans. T'en as d'autres justement où tu négocies par exemple pendant 2 ans, le fondateur est obligé de garder 100% de ses fonctions, etc., etc. Et en fait ce format-là, je trouve assez intéressant parce que ça permet du coup au fondateur déjà de rester mais pas par la force. Ça permet en fait de l'intégrer au groupe et de l'incentiver sur quelque chose dont il fait partie. Et je trouve que du coup cette logique de groupe, elle est super intéressante. Voilà, on a un petit peu discuté de ça. Moi je lui ai dit, je vous rassure, c'est pas du tout au projet et au programme pour l'instant. Ça fait même pas 2 ans qu'on existe. Moi, je pense qu'on est encore super jeune, on a plein de trucs à faire et je pense que surtout qu'on peut le faire seul. C'est peut-être une bêtise. Je me rendrai compte plus tard que en fait c'était une grosse connerie, qu'il fallait que j'accepte l'offre. Mais en réalité, j'ai pas du tout envie de vendre pour l'instant. Je m'amuse trop et mon équipe, je pense, s'amuse aussi. Donc voilà, on va faire cavalier seul pendant encore, je pense, quelques années. Et au pire, si ça prend un peu plus de temps, bah ça prendra un peu plus de temps. Mais je me suis quand même amusé à faire un petit calcul de valorisation parce que c'est quand même intéressant. Lui ne m'a pas communiqué de chiffres directement. Par contre, je sais exactement comment se passent les valorisations sur le marché des agences et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très simple. En gros, pour valoriser une agence, donc il faut prendre le chiffre d'affaires mensuel, ou alors si vous avez un bilan terminé sur l'année, bah, vous pouvez le faire aussi sur le bilan de l'année. Typiquement, nous, en projection, là, sur l'année, on va faire 1,3 million. Sur ce 1,3 million, tu as ton EBITDA, donc c'est ton résultat avant impôt. En l'occurrence, nous, on va faire entre 30 et 35%, ce qui fait pour 1,3 million, disons 30%, ça fait en gros 130 000 x 3, ça fait 390 000, disons 400 000 pour faciliter l'exercice. Et en fait, c'est cet EBITDA-là, donc là, je parle vraiment pour les agences médias, c'est très spécifique aux agences médias, c'est différent pour les agences web, pour les agences créa, etc. Parce que le média, il y a quelque chose que n'ont pas les autres agences, c'est du récurrent. C'est-à-dire qu'une fois que tu signes un client, à part si tu fais de la merde, bah, le client, il peut rester et tu le factures tous les mois. Et ça, ad vitam aeternam. Tu as des agences qui ont des clients qui sont là depuis 10 ans. C'est assez rare, hein, mais ça arrive. Et donc, une fois que tu as ton chiffre d'affaires annuel, ton EBITDA, et bah, tu appliques un multiple. Et le multiple, il peut varier pour les plus bas, je dirais, il peut aller de 5 x5 pour les plus hauts et les gros groupes et celles qui ont vraiment une grosse marque de l'international, de la techno, ce genre de choses, à x13, 14, 15. Hein. Il y a eu des reventes d'agences à plus de x15. C'est très rare aujourd'hui, ça l'était beaucoup moins avant parce qu'il y a eu une conjoncture économique, etc. Et donc, tu multiplies ton EBITDA par ce nombre-là et ça te donne une valorisation. Donc nous, si on fait l'exercice à notre échelle, on est quand même une agence jeune, donc je pense pas qu'on soit dans les tranches hautes. En revanche, si on prend un multiple qui est par exemple 6 ou 7, parce qu'on a quand même une belle marque, on a des jolies références et en gros, on a quand même une jolie traction, et bah tu prends 400 000 x 6 ou 400 000 x 7 qui te fait 400 000 x 6, ça fait 2 400 000 euros, x 7, ça fait 2 800 000 euros. Donc mon estimation, c'est qu'en gros, si on avait vendu la boîte, on aurait vendu pour entre 2 et 3 millions. Ce qui en
un peu plus d'1 an et demi d'existence, c'est quand même assez extraordinaire, mais quand on y réfléchit, après impôt, c'est pas si ouf que ça, enfin c'est pas si ouf, toute proportion gardée, mais en gros, moi, je vous fais le calcul, j'ai 70% des parts, donc déjà, si on vend par exemple 3 millions, bah, il reste plus que 2 millions 100. Sur ces 2 millions 100, il y a que 50% que tu peux cash out dans ce modèle-là, donc ça fait 1 million 50 000, et sur ce 1 million 50 000, eh bien, il y a 30% que tu reverses à l'État, donc tu retombes à peu près à 700 000 euros dans la poche. C'est pas dégueu, mais en vrai, j'ai pas fait ça pour ça. Je cherche pas forcément l'argent, je cherche plutôt à développer l'agence et en faire une des plus belles agences françaises. Donc, j'ai refusé cette offre et j'en ai parlé avec mes associés évidemment avant, qui étaient 100% alignés avec moi. Mais voilà, vous en savez un petit peu plus sur le modèle et comment ça fonctionne, les valorisations d'agence et comment les personnes approchent. Généralement, c'est assez direct. Hein. On m'a contacté plusieurs fois pour me faire des offres. Deuxième vraiment direct qu'on me fait, mais 3 ou 4 approches au total. Donc c'est plutôt bon signe, nous ça nous rassure, ça nous dit qu'on va dans la bonne direction. Et enfin, le dernier sujet dont je voulais vous parler, bien évidemment, c'est le bilan du mois écoulé, parce que c'est bien sympa de vous raconter ma vie, mais ce qui vous intéresse, c'est les chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier? Alors déjà, je vais vous parler un petit peu des résultats. Donc, les bonnes nouvelles, c'est que déjà, on a enfin réussi à finir le site. Donc il est en cours de recettage et il devrait sortir au moment, je pense que quand cette vidéo sortira, il sera soit déjà sorti, soit ça ne devrait pas tarder. On a enfin aussi tourné, moi j'ai tourné 6 épisodes de podcast et donc du coup on va pouvoir le lancer. Donc pareil, je pense que ça devrait être sorti quand on aura fini, quand cette vidéo sera publiée. On a un chiffre d'affaires du média qui est en forte croissance. On avait stagné pendant 2 mois, vous vous souvenez, en gros on avait fait un pic à 107 000, on était redescendu à 97, puis 96 et là c'est cool parce que c'est remonté, je vais vous donner les chiffres juste après. Et on a surtout, et ça c'est vraiment une grosse fierté, onboardé 4 nouvelles personnes et pas n'importe lesquelles. On a onboardé une RH, donc c'est Faustine qui nous a rejoint et qui s'occupe maintenant de toute la partie ressources humaines chez nous et il était grand temps parce que c'est moi qui gérais ça. On a onboardé un nouveau performance manager qui s'appelle Edouard, qui a beaucoup d'expérience et qui est, on est vraiment très content de l'accueillir dans l'équipe, ça vient renforcer aussi la team perf. On a onboardé un monteur vidéo, donc pareil pour le studio qui avait bien besoin de soutien parce que ça se développe aussi. Alors j'ai oublié le monteur vidéo, c'est Léo. Léo, si tu regardes cette vidéo, on te salue. Et surtout, ça c'est vraiment ma fierté, c'est qu'on a onboardé un directeur administratif et financier qui s'appelle Jean-Pierre, qui est la dernière personne en date à nous avoir rejoint. Jean-Pierre qui, du coup, en tant que directeur administratif et financier, va reprendre la gestion de toute la partie finance et surtout va nous aider enfin à y voir clair dans nos chiffres parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des dashboards qui sont ce qu'ils sont, mais si je vous les montre, vous ne comprendrez absolument rien parce que c'est le bordel et donc il était grand temps que quelqu'un mette de l'ordre et de la structure là-dedans. Côté un peu moins bonne nouvelle, le chiffre d'affaires du studio, il a stagné, voire diminué. On a complètement mis en pause les newsletters et ça, c'est un peu chiant, mais il fallait qu'on priorise, on avait trop de sujets. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est un peu en flux tendu, donc les équipes sont bien chargées et on essaie de temporiser les nouveaux clients, donc ça malheureusement c'est un peu un fail parce que du coup on perd de chiffre d'affaires vu qu'on ne peut pas onboarder de nouveaux clients. Moi côté perso, j'ai eu pas mal de choses qui se sont débloquées aussi. J'ai repris la prépa marathon intensément, donc là je cours entre 40 et 45 km par semaine, à raison de 4 fois par semaine, que 10, 10, 10 et 15 généralement. Et j'ai dépassé d'ailleurs la barre des 1000 km courus sur Strava, vous voulez me suivre, je vous mettrai le lien en description. Ma chaîne YouTube elle a passé la barre des 4000 abonnés, donc ça monte doucement mais sûrement. Mes comptes LinkedIn et TikTok ils approchent les 18 000 abonnés respectivement, donc pareil ça monte doucement mais sûrement, c'est cool. J'aimerais bien que ça aille plus vite mais bon, c'est pas si simple. J'ai pris des vacances aussi en août, je suis parti en Grèce pendant 10 jours, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça et ça m'a fait un bien fou, notamment parce que pendant 4 jours j'ai coupé toutes mes notifications, Slack, Gmail, LinkedIn, j'ai même désinstallé les apps et du coup ma boîte s'est pas écroulée. Bonne nouvelle, ça veut dire que ma boîte tourne et que j'ai plus besoin d'être toujours derrière tout le monde, ça fait plaisir. Autre point qui est un peu moins positif, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, Instagram, en plus de la newsletter, j'ai complètement mis à l'arrêt, donc je fais plus beaucoup de contenu. Ça, c'est quelque chose que j'arrive quand même pas très bien à gérer, c'est mon temps de travail. Je travaille quand même beaucoup. Là, cette semaine, mercredi, j'avais déjà fait 40 heures de taf, donc vous faites le compte, ça fait entre 13 et 14 heures jour. À la semaine, ça fait 70. Si on rajoute 10 heures dans le week-end, on est vite dans les 70-80. J'aimerais bien descendre à 50-60, je sais, j'ai accepté que ce sera jamais 30 heures par semaine ou 40 heures par semaine, mais 70-80 heures par semaine, c'est pas tenable, donc ça, malheureusement, j'ai pas encore réussi à craquer. Donc, je vais vous donner le chiffre exact. En août, on a enregistré un chiffre d'affaires record de 109 780 € hors taxe, ce qui est notre record, puisqu'on avait fait 107 000 et quelques en mai. Et je suis très content parce qu'on avait un plafond de verre qu'on n'arrivait pas à dépasser. C'était les 100 000, on a fait 107, on a descendu 97, 96, on est repassé à 100, là on est quasiment à 110. Et l'objectif pour septembre, c'est de faire 130 000 et pour décembre, c'est de passer à 200 000 par mois. Donc c'est assez ambitieux, c'est quasiment x2 par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on a plein de clients dans le pipe, on a aussi des marques qu'on arrive à scaler très très fort et donc ça augmente notre facturation. Il n'y a que 4 qui arrivent, donc avec novembre Black Friday, décembre Noël, donc c'est aussi une période qui est très très forte dans notre industrie avec les e-commerçants. Donc je sais pas si je suis confiant, en tout cas on va mettre tout ce qui est de l'ordre du possible pour y arriver. Voilà pour les résultats du
mois d'août et je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cet épisode du rendez-vous du CMA avec un format un petit peu différent, plus décontracté, vous a plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions aussi sur les différents points que j'ai abordés ou que vous voulez m'écrire, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Insta ou autre. Je réponds à tout, quasiment tous mes messages. Si je réponds pas, c'est juste que j'ai pas eu le temps, mais je vous répondrai quand j'aurai le temps, promis. Et si vous voulez d'autres types de contenus, vous voulez suivre un peu l'aventure entrepreneuriale, etc., vous aimez bien des formats comme celui-là, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à cette chaîne. Je publie très régulièrement ce type de vidéos. Voilà, c'est tout. Merci à ceux qui sont restés jusque-là. C'est cool de votre part. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. C'était Étienne.